Mesdames et messieurs, chers membres, bienvenue pour cette conférence qui va être donnée par le professeur Jérôme Pugin. On a une immense chance d'avoir le professeur Pugin qui vienne aujourd'hui parce que ce n'est pas juste un spécialiste des soins intensifs, qui n'est pas une spécialité banale, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui a 40 ans d'expérience, qui a vécu l'épidémie d'Ebola, l'épidémie de Covid, etc. Et qui va nous parler, bien évidemment, c'est quoi les soins intensifs, mais aussi beaucoup de son expérience. Parce que 40 ans, c'est pas rien dans une institution. Surtout pour quelqu'un qui est un émigré gruyérien. Enfin, il est né à Genève. Moi, je crois qu'il était genevois. Non, mais pas du tout. Mais quand je lisais un article dans Le Temps sur lui, il commençait par qu'il était émigré gruyérien. Et je trouve assez sympathique parce que justement, pour nous, quand même, la gruyère, c'est les montagnes, c'est le gruyère, bien sûr. C'est des gens qui sont solides, qui ont les pieds et les racines dans la terre. Et pour diriger les soins intensifs, il faut quand même un peu beaucoup de ça. Surtout quand on dirige une équipe à peu près de 200 professionnels différents et que tout ça doit fonctionner quand même dans un domaine qui est particulièrement technologique et qui arrive à un moment crucial pour ceux qui rentrent. Ils ne savent pas s'ils vont en sortir d'ailleurs. Et c'est quand même un moment où si vous arrivez aux soins intensifs, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Si vous êtes encore capable de vous poser la question. Et c'est clair que quelqu'un qui va s'occuper des soins intensifs, c'est en même temps quelqu'un qui a des compétences, des connaissances de haut vol. Et la formation du professeur Pugin a été dans ce sens-là. Il a été à San Diego, il a fait beaucoup de recherches. Tout le long, au fond de sa carrière, il a continué à faire de la recherche sur immunologie, réponse de l'organisme aux infections surtout. Mais c'est aussi une dimension humaine, parce que on se trouve à un moment où les personnes sont dans une immense vulnérabilité, bien évidemment, et que chaque geste compte. Quand le cœur ne marche plus, il faut le remplacer, techniquement. Quand les reins lâchent, il faut s'en occuper également. Quand tout le système, à cause d'une sepsis, commence à flancher, eh bien, c'est des machines qui prennent le dessus, et derrière les machines, bien évidemment, il y a des hommes. Mais comme on s'occupe d'hommes et qu'on s'occupe aussi de familles, je pense que quand on dirige un service comme celui-là, la dimension humaine, la dimension en fait d'être là vis-à-vis des gens dont on s'occupe est absolument fondamentale. Et j'imagine que Jérôme Pugin va nous en parler pendant cette heure. Alors, il a une formation à Genève. Il part aux États-Unis pour faire de la recherche. Il revient ici, il va créer un laboratoire dans le domaine qui l'intéresse, surtout au niveau très fondamental des infections. Et puis, donc, il va travailler en même temps à l'université, il sera même vice-doyen à un moment aussi très intéressé de transmettre, de s'occuper des étudiants. Il a été coprésident de la commission recherche et relève. Il a été donc nommé en 2007 comme professeur associé dans le département d'anesthésiologie, pharmacologie, soins intensifs et urgences. Il est nommé comme professeur ordinaire en 2011 et il va piloter les soins intensifs à partir de 2014, mais il travaillait dedans bien évidemment avant. Alors, comme vous le verrez, on est très bien, on est très très loin de la dimension, parce qu'un peu, on a tendance à se dire, soins intensifs, on est complètement dépendant, on ne peut plus rien dire. Et dans quelle mesure, quand vous devez remplir vos directives anticipées, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y aura un cours sur les directives anticipées l'année prochaine,
On parle toujours de cet acharnement thérapeutique, qui est un épouvantable mot. Et comme vous le verrez, je pense qu'on est loin, on est vraiment très loin de cette dimension à l'heure actuelle, en tout cas avec le service de soins intensifs dont on bénéficie à Genève. Alors, sans attendre plus longtemps, je passe la parole à Jérôme Pugin et le remercie encore d'être venu ici. Jérôme, à toi. Merci beaucoup, Louis. Vous m'entendez? C'est vrai, oui, très bien. Merci beaucoup, Louis, pour cette introduction. J'avais préparé une petite diapositive de ce qu'on appelle un biopic, un biosketch pour euh, rapidement vous dire qui je suis. Il l'a déjà dit, donc on va passer rapidement. J'aurais dû commencer par émigré gruyérien, effectivement, avant d'être médecin formé à Genève. Je suis un produit local, vraiment, je suis le local de l'étape. J'ai passé 3 ans effectivement à San Diego, mais l'essentiel de ma carrière, je l'ai faite ici, dans le domaine de la médecine interne, puis rapidement des soins intensifs que j'ai dirigé les 11 dernières années de ma carrière. Maintenant, je suis directeur de l'hôpital de la Tour depuis un peu plus d'une année et demie. Et je me suis beaucoup intéressé effectivement dans le domaine de la recherche sur la septicémie. Donc c'est un peu ces infections extrêmement graves qui vous emmènent justement dans les soins intensifs. Et voilà. J'étais également vice-doyen de la faculté de médecine. Alors on m'a demandé de parler des 40 dernières années. Je suis monté un petit peu plus loin. Et j'ai essayé de savoir quelle était la première mention d'une réanimation dans un texte. Et il se trouve que, comme souvent, on va trouver quelque chose dans la Bible, hein. Donc, c'est l'Ancien Testament, 850 ans avant Jésus-Christ. Un prophète Élisée, c'était un prophète qui faisait beaucoup de miracles d'ailleurs. Il est monté sur un lit, il s'est couché sur un enfant, il a mis sa bouche sur sa bouche, ses yeux dans les yeux, les mains sur ses mains. Il s'est tendu sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Voilà, je pense que pourquoi je parle de réanimation, c'est parce que si vous allez traverser la frontière, vous allez en France, on ne parle pas de soins intensifs là-bas. Les services de soins intensifs, on les appelle des services de réanimation. Parce que vous verrez, on va en reparler, tout a commencé avec la réanimation cardio-pulmonaire. On n'entend plus parler de réanimation pendant très longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle, où juste on voit quelque chose apparaître dans la littérature, pas très médicale. En fait, réanimation des noyés en insufflant de l'air. Alors jusque-là, on comprend, mais dans le rectum, c'est quand même quelque chose de particulier. Certainement, on s'est trompé d'orifice au départ. Mais curieusement, et ça on est dans l'actualité, si vous êtes abonné à la Tribune, hier, vous aurez vu apparaître cet article d'un chercheur japonais qui a remis cette idée au goût du jour, au fond, de faire rentrer de l'oxygène par des voies qui ne sont pas forcément les premières auxquelles on aurait pensé. Et il a pu démontrer que ça marchait chez les animaux et maintenant il a démarré à Cincinnati, Ohio, une étude clinique pour tester la respiration par les voies entérales. Si on est un peu plus, pas sérieux, mais si on se rapproche un peu plus de l'histoire maintenant du siècle passé de la réanimation, je crois que tout le monde est assez d'accord pour dire que la réanimation moderne, elle commence dans les années 50 quand il y a les épidémies de polio. Et c'est vraiment au Danemark où ils ont une très forte épidémie qui a atteint des centaines au fond de personnes qui ne pouvaient plus respirer parce que la polio, elle atteint dans une phase avancée les muscles respiratoires et donc on ne peut plus faire rentrer d'air dans les poumons. Et à ce moment, on doit utiliser ce que vous voyez sur la photo ici, qui sont des poumons d'acier. C'est-à-dire, on vous met dans une sorte de cuve comme ça, et puis on applique une pression négative dans la cuve, et puis ça vous fait gonfler le thorax, et l'air rentre dans les poumons, hein. C'est le principe de la ventilation qu'on dit en pression négative. Et donc, Björn Ibsen, qui a vécu ça,
a décidé de faire une unité où on s'occupe de ces malades graves qui avaient des problèmes respiratoires importants dans le contexte de la polio. Et il a fondé à Copenhague la première unité de soins intensifs. La mortalité de ces patients était près de 9 sur 10. 9 sur 10 de ces patients qui avaient des problèmes respiratoires avec la polio décédaient. Et avec ces poumons d'acier, il a réduit la mortalité à 25% parce qu'au bout d'un moment, quand même, les nerfs se régénèrent et le patient va mieux. Pas dans tous les cas, vous voyez, dans 3 cas sur 4, quand même, on arrivait à sauver des patients, ce qui était quand même remarquable à l'époque. Conjointement, quelques années plus tard, quand le cœur s'arrêtait, on n'avait pas grand-chose à faire, juste dans les années 50, où on a appris qu'on pouvait défibriller le cœur, c'est-à-dire induire un courant électrique à travers la cage thoracique, donner une secousse électrique et faire repartir le cœur. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a fait bénéficier la réanimation, les soins intensifs au tout début. Et c'est M. Tsol qui a été le père de la défibrillation électrique. Et maintenant, la compagnie majeure qui fait des défibrillateurs s'appelle Zoll. Et c'est lui qui l'a fondé déjà dans les années 50. Première unité de soins intensifs aux USA, c'est chez Peter Safar, qui est un médecin autrichien qui avait émigré. Et c'est à Baltimore. L'année suivante, il est allé à Pittsburgh. Et c'est lui qui est vraiment le père du concept ABC, qu'on utilise encore toujours aujourd'hui. C'est A pour les voies aériennes, B, on peut dire, c'est pour la bouche à bouche, et C, c'est pour la circulation. Et donc, compression thoracique, bouche à bouche, défibrillation, à partir de 1960, ça devient la norme pour réanimer les gens. Qu'est-ce qui se passe à Genève en parallèle? Alors, j'ai pu retrouver dans les archives de l'hôpital cantonal qu'en 1957, on achète le premier respirateur, qui est un respirateur Bird. On va en reparler de ce petit respirateur, qui a eu plusieurs évolutions. Moi, je suis assez vieux, malheureusement, pour avoir connu le Bird. Euh, et on dédie une chambre dans l'ancien hôpital, la chambre 111 qu'on voit ici, où on hospitalisait des patients qui avaient des tétanos, des syndromes de Guillain-Barré, qui sont des paralysies ascendantes, et puis des patients aussi qui avaient des comas barbituriques, pour les mettre sous respirateur, sous ce Bird, qui permettait de passer un cap et de sauver ces patients. Et ici, je crois reconnaître le docteur Koralnik, qui était vraiment des pionniers des soins intensifs à Genève. Ensuite, en 61, est créé le premier centre. Alors, ça ne s'appelle pas une unité, un service, on parle de centre de réanimation de la clinique universitaire de médecine 1. Il y avait deux cliniques, médecine 1, médecine 2, pendant longtemps. Et certains d'entre vous qui sont dans cette salle s'en rappellent bien. Et puis ensuite, d'autres organes qu'on n'arrivait pas à traiter, on a commencé à pouvoir les traiter. Quand vos reins défaillent, comme on en a parlé Louis, quand les reins ne marchent plus, on se met sous dialyse. Et jusque dans ces années-là, il n'y avait pas de dialyse. Donc, quand on avait une insuffisance rénale, eh bien, au bout de quelques semaines, mois, on décédait d'insuffisance rénale. On n'arrivait pas à suppléer cet organe. Et les premières dialyses à Genève, c'est dans les années 60, début des années 60. Et on faisait un shunt entre une artère et une veine pour pouvoir prendre le sang, l'épurer et réinjecter le sang au patient. C'est ce qu'on appelle les shunts artério-veineux. La Suisse a été assez pionnière et très rapidement, ils ont créé une société de soins intensifs, une société de réanimation. Et en 75, on est une des premières unités qui a été reconnue au niveau suisse comme une unité de soins intensifs avec une formation infirmière. Donc depuis 50 ans, ça fait maintenant effectivement cette année 50 ans qu'on forme des infirmières spécialistes en réanimation en soins intensifs. C'est vraiment ce qui a fait décoller pour moi les soins intensifs en Suisse, c'est de s'intéresser surtout aux soignants et de les former pendant 2 ans avec une surspécialisation par rapport à leurs études d'infirmière. Et puis on va mettre les soins intensifs au sous-sol. Alors ça, c'est une constante. Dans à peu près tous les pays du monde, on met les soins intensifs au sous-sol. Voilà. Et c'était à l'étage R de l'hôpital. Et pour ceux qui ont traîné leurs
à l'hôpital, on se rappelle du AR et du CR. Le AR, c'était les soins intensifs dits chirurgicaux et le CR, c'était les soins intensifs dits médicaux, avec deux gouvernances différentes, deux chefs, deux équipes qui étaient différentes. Et puis en 1995, on scelle, alors qu'on faisait déjà des soins intensifs, on crée vraiment l'unité de soins intensifs de l'hôpital. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu d'évolution technologique pour vous dire d'où on vient et où on est maintenant. Et vous avez donc là, c'est l'évolution, excusez-moi, des respirateurs. Vous avez le premier respirateur, c'était ces poumons d'acier. On entrait dans une caisse en fer et on avait des fenêtres. On pouvait accéder aux malades pour les besoins qu'on avait à faire au niveau des soins. Et il y a même un patient très célèbre qui avait vécu 70 ans dans un poumon d'acier. 70 années. Et il est décédé il y a pas si longtemps que ça. Euh, Après, on a eu des respirateurs qui étaient déjà plus compacts par rapport à ça et qui insufflaient une pression positive cette fois. On poussait de l'air dans le poumon plutôt que de faire gonfler la cage thoracique de l'extérieur. On poussait de l'air dans les poumons. C'est ce qu'on appelait la ventilation à pression positive. Et là, on s'est vraiment rapproché de nos amis anesthésistes qui, eux, utilisaient également des, euh, des respirateurs pour faire respirer leurs patients pendant que le chirurgien opérait. La seule différence, c'est qu'eux, ils mettaient des gaz anesthésiques en plus de l'air qui poussait dans le poumon. Et puis voilà ce fameux Bird. Alors ça, c'est la 7e évolution de ce petit respirateur qui en fait délivrait une pression. Il ne délivrait pas un volume, mais il mettait les patients sous pression. Puis le fait de les mettre sous pression, l'air rentrait dans les poumons. Alors moi, quand j'ai commencé, on l'utilisait pas exactement pour ventiler les malades on avait déjà des respirateurs un peu plus évolués, mais pour certaines fonctions qu'on appelle le CPAP, pour mes amis qui sont dans la salle et qui connaissent ce terme, on utilisait le Bird. Et puis ensuite, ben voilà, aujourd'hui, ça ressemble à ça, un respirateur. Il y a toute la technologie avancée de monitorage. On peut être très, très précis dans les volumes qu'on délivre, quand on les délivre, accompagner le patient. Et il y a de l'intelligence artificielle, bien sûr, déjà dans ces machines-là. L'hémodialyse, je vous en parlais, c'est donc pour suppléer le rein, la dialyse. Les patients qui arrivaient, qui avaient un rein qui ne fonctionnait plus, ben, vous voyez, dans les années 40, il fallait un énorme bassin. On faisait passer du sang dans des sortes de tuyaux comme ça, perméables, puis on essayait d'échanger des ions entre le sang du patient et le liquide du bassin. Voilà, ici, vous avez une fistule artério-veineuse, une de ces fistules qu'on mettrait entre l'artère et la veine et qui permettait d'accéder au compartiment du sang pour pouvoir l'épurer. Ça, c'est dans les années 60. Vous voyez ici en 50, un bain aussi, un bain pour essayer de laver le sang des toxiques et de l'urée notamment. Et puis voilà, maintenant, c'est comme ça que sont les machines. On a des sacs qui font, qui récoltent l'urine, si on veut, qui est produite par le rein artificiel, et également des sacs qui lavent au fond le sang. Donc ça, c'est l'évolution technologique du rein. Les pacemakers, alors les problèmes rythmiques, pendant longtemps, on ne pouvait pas y faire grand-chose. On avait quelques médicaments anti-arythmie, mais les premiers pacemakers, ben, il y avait des pacemakers qu'on disait externes. Alors ça, il fallait se balader avec cette boîte-là, qui était une boîte quand même assez conséquente et lourde. Ce n'était pas très pratique, vous imaginez. Il faut attendre la fin des années 50 pour voir les premiers pacemakers implantables arriver avec une pile. Et peut-être certains d'entre vous sont porteurs de certains de pacemakers et se rendent compte. Alors ça, c'était quelque chose d'assez gros qu'il fallait mettre sous la peau. Alors des fois, on le mettait au niveau de l'abdomen et des fois, on le mettait au niveau de l'épaule. Et maintenant, de nos jours, ben, vous voyez, ça c'est une pièce de 2 euros et là, la taille des pacemakers a nettement diminué. Et par contre, ça ne coûte pas 2 euros, ça coûte plutôt 2000 euros, juste pour la petite histoire. Alors, ces 40 dernières années, les soins intensifs, ils ont évolué. Euh, Au départ, c'était une discipline qui était surtout pilotée par
des non-spécialistes, des gens qui travaillaient avec des malades critiques, mais qui n'avaient pas la spécialité de soins intensifs. Vraiment, c'était des internistes, c'était des anesthésistes, c'était des chirurgiens, des pédiatres. Ce n'était pas une spécialité qui était reconnue au niveau de la FMH. Il y avait rarement des services, c'était plutôt des chambres ou des unités dans des services de médecine ou dans les services d'anesthésie ou de chirurgie. Euh, Dans les années 70, on a commencé à ouvrir beaucoup de thorax, à faire beaucoup d'interventions cardiaques, à faire des pontages coronariens, à changer des valves cardiaques. Et ces malades, ils avaient vraiment de façon critique besoin d'être aux soins intensifs. Et quand j'étais jeune interne, je me rappelle aux soins intensifs de chirurgie à l'hôpital cantonal, au AR, il y avait, il y avait souvent 3 ou 4 patients cardiaques opérés par jour. Maintenant, on est plutôt à un patient par jour, hein, parce qu'on a d'autres moyens de prendre en charge les malades, notamment avec les stents, on va y revenir. Donc, 72, si on va rapidement, création de la Société suisse de médecine intensive, 10 ans avant la première société européenne. Donc, on était vraiment des pionniers en reconnaissant que c'était une vraie spécialité. Ce n'était pas juste une excroissance de la médecine, une excroissance de l'anesthésie, mais une vraie spécialité. 1977, alors ça c'est une histoire suisse, l'histoire cardiaque. 1977, Grünzig à Zurich met le premier ballon dans une artère coronaire et la dilate. Il avait été entraîné quand même sur des animaux avant, mais quand même, voilà, il a fait ça à Zurich. Il y avait un jeune cardiologue qui s'appelait Philippe Urban à l'époque et qui travaillait avec Grünzig et qui très vite après est venu à Genève et a importé la technique de dilatation coronarienne. Et il a travaillé beaucoup au HUG, puis ensuite il a fait une bonne partie de sa carrière à l'hôpital de La Tour. Ensuite, il y a eu le premier stent coronaire, il faut quand même attendre une dizaine d'années. Et de nouveau, c'est une histoire suisse, c'est Ulrich Sigwart, qui était alors à Lausanne, un médecin d'origine allemande, mais qui était à Lausanne, et qui est ensuite devenu le patron de la cardiologie à Genève et qui a implanté le premier stent dans une artère coronaire. Première greffe cardiaque, 87, première greffe du foie, 88. Ces patients, ils ont vraiment besoin de soins intensifs une fois qu'ils ont été greffés. Sans les soins intensifs, on ne peut pas faire ces programmes de transplantation d'organes. Sur ces 40 dernières années, bon, c'est un peu, ça s'entrechoque avec mon histoire personnelle. Donc, dans les années 90, je suis allé effectivement à San Diego, dans un institut assez prestigieux qui s'appelle l'Institut de Scripps, faire de la recherche fondamentale. Je suis revenu ensuite créer un laboratoire de recherche fondamentale et j'ai passé ma sous-spécialité en 95. Et c'est là où c'est ouvert, au fond, la reconnaissance de la FMH que les soins intensifs étaient vraiment une spécialité. Alors, on a dit que c'est une sous-spécialité d'abord, parce que ça se faisait comme ça. Ce n'était pas tout de suite une spécialité. Il a fallu attendre 2002 pour que ça soit une spécialité à part entière de médecine intensive. 2013, on voit apparaître le premier texte de l'Académie suisse des sciences médicales, qui est un peu notre grand frère au niveau national pour tout ce qui est gestion de la médecine, mais qui s'est pas mal spécialisé dans le domaine de l'éthique. Et on a le premier texte sur l'éthique aux soins intensifs. Et Louis l'a mentionné, maintenant qu'on peut faire beaucoup de choses, qu'on peut pousser nos patients très loin dans la réanimation, la question qui se pose vraiment, c'est est-ce qu'on doit aller aussi loin, hein? Et avec cette question, il y a les questions éthiques qui sont derrière, on va y revenir, parce que c'est maintenant un gros problème en soins intensifs. On est devenu tellement performant, on arrive à réanimer des morts. Vous m'excuserez cette expression, mais voilà. Et on se retrouve avec des patients qui restent pendus à des respirateurs et qui sont dans un inconfort total et on ne sait plus où on va. Donc il faut vraiment avoir une réflexion éthique très profonde et très poussée pour gérer cette situation. On va parler de l'épidémie d'Ebola, même si on n'a eu qu'un patient. On n'a eu qu'un patient à Genève. Mais vous voyez que c'est un chamboulement incroyable et ça nous a fait progresser dans nos processus de prise en charge d'un patient extrêmement grave, infectieux. Et je pense que c'est très utile pour la suite si quelque chose arrive comme ça de nouveau. Et puis, on a également mis en place une consultation post-soins intensifs, j'y reviendrai. Et puis, on va parler de la pandémie
parce que je pense que vous y attendez. Alors, si on continue, le service des soins intensifs adultes au HUG, 2006, grande date, parce que le professeur Souter s'en va à la retraite et on profite de ce passage, au fond, pour faire une fusion entre les soins intensifs de médecine et les soins intensifs de chirurgie, pour faire naître un service unifié qui a eu, suivant les périodes, entre 26 et 36 lits. On le structure, et ça, été une des premières choses que j'ai faites quand j'ai été chef de service, c'est le structurer en 4 unités surspécialisées. Parce qu'au fond, c'est comme dans la médecine, il y a le cardiologue qui s'occupe du rythme, il y a le cardiologue qui fait les dilatations, il y a le cardiologue qui fait les échographies. On devient un peu surspécialisé, même dans sa spécialité. Et donc, il y avait 4 unités, le neuroréanimation, cardiovasculaire, polyvalent, et puis une unité qu'on a appelée long séjour. C'est les patients qui après 7 jours, alors long séjour, c'est 7 jours chez nous, hein. Mais après 7 jours, ils commencent à avoir d'autres problèmes et on aime s'intéresser à ces patients qui posent des nouveaux problèmes. C'est bien sûr un service qui vit et qui travaille 24 heures sur 24, 7 sur 7. Il n'y a pas de jour férié aux soins intensifs. Et il faut, pour faire tourner ce service, qui n'a finalement pas énormément de lits, 250 collaborateurs, hein, donc c'est énorme. C'est une quarantaine de médecins, environ 180 infirmières, des aides-soignantes, physiothérapeutes et puis le personnel administratif. Physiothérapeute, super important, hein. Physiothérapeute pour la mobilité, mais aussi physiothérapeute respiratoire pour tout ce qui est prise en charge de la fonction respiratoire de ces malades. Bon an, mal an, on accueille entre 2000 et 2500 patients par année. C'est forcément les patients les plus graves de l'hôpital. Pour vous donner une petite idée du type de patient, c'est les patients qui ont des polytraumatismes de la route, des accidents de chantier, voilà, des opérés du cœur, comme je vous ai dit, hein, quand on vous fend la paillasse et puis qu'on travaille sur votre cœur, qu'on arrête votre cœur, on a besoin de récupérer dans un milieu comme les soins intensifs. Les septicémies, qui était un des sujets qui m'a passionné dans mon existence. Les traumatisés crâniens, les AVC, transplantation d'organes, de foie, de cœur, de reins, de poumons. Alors, je suis sûr qu'en rentrant ici, vous vous êtes dit, il y a une chance sur 2, si je rentre aux soins intensifs, que je ressorte les pieds devant. C'est généralement ce qu'on me dit. Voilà. Et je suis assez content et assez fier de partager avec vous que la mortalité elle est beaucoup plus faible que ce qu'on pense, hein, 6%. D'ailleurs, moi, j'aime pas le terme de mortalité de 6%. Je lui préfère vraiment le terme de survie de 94%. Voilà. C'est un peu voir le verre à moitié plein. Et s'il y a une fierté, j'en ai plusieurs, hein, mais s'il y a une fierté, c'est quand on voit comme les patients arrivent malades, c'est de dire qu'on arrive en sauver 94 sur 100. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Et on peut se benchmarker avec d'autres hôpitaux, d'autres soins intensifs. Et je pense qu'à Genève, on est pas mal, franchement pas mal. Alors, à quoi ça ressemble un patient de soins intensifs? Ça ressemble à ça, hein. D'ailleurs, je vais vous pointer le malade parce que vous n'avez pas bien à le voir. Il est là au milieu. Et autour, vous avez toute une technologie. Alors, c'est clair, quand on n'a pas l'habitude, on rentre là, on se dit, mon Dieu, ouf. Alors, voilà un patient qui est sous dialyse en continu, ses reins ne fonctionnent pas. Il a une machine cœur-poumon. Donc, il y a du sang qui sort de ce malade. Vous voyez, tuyau rouge, il y en a un qui est plus foncé que l'autre, qui est plus clair. Ça, c'est l'artère, ça, c'est la veine, qui vont dans le pli de laine et qui sont capables d'échanger, au fond, l'oxygène avec cette machine. Plus, il y a une pompe qui supplée la fonction du cœur. Dans certaines situations, on a besoin de ça. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les pousse-seringues, tous ces médicaments qu'on donne pour soutenir les organes, pour soutenir le cœur, les vaisseaux, la tension, sont poussés chacun à leur vitesse et c'est piloté. Et il y a un moniteur qui vous permet de surveiller ça en temps réel, battement par battement. Ces patients, ils sont surveillés. Voilà. Ça, c'est mon univers, ça a été mon univers. Et puis, c'est nécessaire. Et ce que vous ne voyez pas là derrière, c'est le respirateur. Vous voyez les tubes qui sortent du patient. Il est intubé, il a un tube dans la gorge. Et puis, ça, c'est relié à un respirateur qui va délivrer de l'air dans ses poumons. La mortalité, je vous disais, forcément, c'est un critère qu'on va regarder, c'est un indicateur. Alors, quand on est dans les années 2000,
On voit que, par exemple, pour la septicémie, cette maladie, cette infection extrêmement tapageuse, infection du sang, on parle d'infection du sang, on parle de sepsis aussi, c'est plus juste que septicémie, mais dans l'inconscient collectif, on parle plutôt de septicémie. Dans l'an 2000, on a une chance sur trois de décéder aux soins intensifs quand on arrive avec une septicémie. Donc c'est une maladie vraiment grave, hein. C'est comme si on prend un pistolet, qu'on met deux balles dans le barillet, qu'on tourne, quoi. La roulette russe, il faut mettre deux balles, là, voilà. Euh, et on voit qu'au cours du temps, en l'espace de 12 ans, vous voyez qu'on est déjà passé de 35 à 20% environ de mortalité. Donc on a déjà gagné 15% de mortalité. Et ça, c'est pas parce qu'il y a eu un médicament miracle, c'est simplement qu'on a appris beaucoup de choses, qu'on est devenu de mieux en mieux technologiquement, et puis de savoir quand est-ce qu'il fallait faire les choses et comment il fallait faire les choses. Donc c'est du processus. Et puis maintenant, au fond, si on se pose en 2025, on est à moins de 10% de mortalité pour ces septicémies extrêmement graves. Donc on est passé de une chance sur 3 à une chance sur 10 de décéder, hein. Alors maintenant, voilà, on va faire deux petites excursions dans des aventures qui sont arrivées aux soins intensifs à Genève. Il y a le premier épisode qu'on a vécu aussi avec Louis, d'Ebola. Euh, Ebola, c'est une fièvre hémorragique extrêmement grave. C'est un petit cousin de la dengue. Vous avez certainement entendu parler de la dengue. Quand on va dans les pays maintenant tropicaux, on a quand même pas mal de chances de choper la dengue, qui est une autre fièvre hémorragique. Heureusement, pas aussi grave que l'Ebola, mais c'est la même famille de virus. Vous avez le virus ici, qui est un gros virus en fait. C'est un virus qui est très létal. Le réservoir sont les chauves-souris, sont aussi les singes. Donc les chauves-souris infectent les singes deviennent infectés. Souvent ils sont malades d'ailleurs, ils n'aiment pas trop Ebola non plus. Mais des fois ils ont le temps de mordre un humain et puis c'est comme ça que se transmet la fièvre d'Ebola. L'épidémie dont tout le monde a souvenir et tout le monde a entendu parler, c'est l'épidémie de 2014 en Afrique de l'Ouest. Premier cas en décembre 2013, un jeune enfant de 2 ans qui joue à l'intérieur d'un tronc d'arbre qui avait été foudroyé dans des fientes de chauve-souris. Et en fait, il se contamine avec le virus Ebola. Là, c'est le cas index. Euh, C'était en Guinée. Et ensuite, l'épidémie va partir à partir de ce cas en Afrique de l'Ouest. Mars 2014, il y a 111 cas déjà qui sont répertoriés. Médecins sans frontières va en Afrique de l'Ouest. À partir de Genève, notamment, certains médecins de Genève, ils partent pour aller s'occuper de cette épidémie. Les choses vont vite. Nous, comme on a pas mal de médecins de l'OMS et de Médecins sans frontières et des ONG qui partent, au fond, en Afrique de l'Ouest, on se dit ben, peut-être qu'il faudrait qu'on se prépare. On se prépare à recevoir un de ces soignants, un de ces médecins, s'il lui arrive quelque chose pour s'en occuper, le rapatrier et puis s'en occuper à Genève. Donc on commence à s'entraîner à Genève, à s'habiller, se déshabiller. Vous verrez, ce n'est pas une petite chose. Et puis si on doit recevoir un patient. En août, il y a 3 pays qui sont atteints, essentiellement, hein, c'est le Libéria, la Guinée et Libéria, Guinée et Sierra Leone, bien sûr. Et puis, il y a plus de 1800 cas déjà en mois d'août, 1000 décès. Vous voyez, le taux de mortalité, c'est plus que du 50%. Quand vous attrapez Ebola, c'est pas une petite chose, c'est pas la grippe, quoi. Même si la grippe, à nos âges, hein, c'est quand même quelque chose de sérieux et j'espère que j'ai un parterre de vaccinés ici. Euh, Margaret Chan, qui est la secrétaire de l'OMS à l'époque, qu'on a beaucoup vu pendant cette période et après, avant, qui était très influente, là, elle panique. Elle convoque l'Assemblée de l'OMS et puis elle demande l'aide internationale. Elle dit maintenant, il faut aller en Afrique. C'est en train de partir en sucette. Donc, et au fond, la première main qui se lève, c'est Cuba dans l'Assemblée. Et ils se lèvent, ils répondent présents. Ils préparent un contingent de 200 médecins et après 3 semaines d'entraînement à Cuba, je vais vous montrer parce que j'ai été à l'endroit où ils sont entraînés. Ils envoient 200 médecins en Afrique de l'Ouest, dans les 3 pays.
Alors ici, vous avez une photo dans le jardin de l'Institut de médecine tropicale et d'infectiologie de La Havane, ça s'appelle l'Institut Pedro Coury, où ils ont reconstruit un hôpital de campagne tel qu'on les avait en Afrique de l'Ouest pour s'occuper des patients avec Ebola. Donc ils le reconstruisent en l'espace de quelques heures, 2, 3 jours, et puis ils vont entraîner toute leur brigade là-dedans, de comment se comporter vis-à-vis d'un patient qui est hautement infectieux, hautement infectieux. Et si on chope cette infection, bah, on a une chance sur deux de mourir. Donc, il fallait quand même avoir un sacré courage pour aller soigner ces patients. Alors en novembre, quelques mois après, bah, vous voyez 11 000 cas, ça flambe, explose, ça explose. 5 000 morts, on a diminué un peu en mortalité parce qu'on commence à prendre mieux en charge ces patients, mais ça reste 45% de mortalité, c'est beaucoup. Les médecins cubains sont depuis un mois sur place et pendant cette période, autour de septembre, octobre, novembre, il y a déjà plusieurs soignants européens ou américains qui sont infectés en soignant des patients Ebola et qui ont dû être évacués sur l'Europe et les États-Unis. Au total, il y en aura 20. Ce n'est pas énorme, mais voilà, c'est l'idée de dire aussi on ne va pas rompre la chaîne sanitaire. Hein. Il y a des collègues qui sont allés s'exposer au risque de leur vie à soigner des patients extrêmement graves. Ils s'infectent, c'est notre devoir aussi de s'en occuper s'ils rentrent. À cette période, juste une semaine avant, il y avait un prêtre espagnol qui était sur place en Afrique de l'Ouest, qui s'est infecté. Ils l'ont rapatrié à Madrid. Et puis cette aide-soignante assez dévote comme ça, elle l'a embrassé, quoi. Elle l'a embrassé, ce qui n'était pas une bonne idée, effectivement, parce qu'elle a attrapé Ebola. Et elle en est décédée. Et au fond, le jour, le 18 novembre, où on a un appel de l'Office fédéral de la santé publique en disant, il y a un cas qui vous a été attribué, vous êtes entraîné, donc c'est votre tour. Voilà. Et on venait d'apprendre le décès de cette aide hospitalière. Donc, vous imaginez l'état d'esprit de mes collègues dans les soins intensifs, de se dire, bon, il va falloir rentrer dans cette chambre hein, et soigner ce malade. On accepte. Et il se trouve que c'est un de ces médecins cubains, justement, qui s'est infecté en Sierra Leone, Félix Baez, qui est devenu un ami d'ailleurs, et qui va être transféré au Hugues en évacuation sanitaire. Donc, il est dans un avion très spécial. Il n'y avait qu'un avion qui transportait ces malades. C'est vraiment un avion spécial, dans une sorte de bulle, pour ne pas contaminer l'air de l'avion et les pilotes et les soignants qui l'accompagnaient. Et puis il arrive le 21 novembre chez nous. Alors vous avez votre serviteur ici, c'est 11h30, vous voyez, 11h30 du soir. Une heure après, on va avoir le patient qui arrive et docteur Manuel Schibler, qui est infectiologue et virologue. Et on était les deux dans la chambre et pour, au fond, montrer la voie à nos collègues, on s'est dit, bon, on va être les premiers à être en contact avec ce malade. Ouais. Un peu un acte managérial aussi de dire, on peut le faire, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Alors là, je vais vous montrer un petit film sur cette prise en charge, parce que c'est vrai qu'on dit qu'une photo vaut 1000 mots, un film vaut 1000 images, donc ça vaut 1 million de mots, ce que je vais vous montrer. C'est déjà là, c'est l'arrivée du patient qui a été récupéré par des sapeurs-pompiers entraînés, une équipe entraînée de paramédics. Et là, ils arrivent au HUG avec les patients, vous voyez, qui sont déjà bien déguisés. Ils ont pris les précautions de bioprotection. Et puis, vous voyez le ça, c'est on a le sas à côté de la chambre du malade. Et puis, les jours, des staff. Valide. Et puis, il y avait la séance. Et quand tu les attaches, c'est il faut au niveau de la cheville, tu ne pas trop, voilà. Exactement.
Voilà, que ça peut vite au niveau de la Tu racine. penses que c'est bien, Rachel, tu revalides quand Ouais, même? tu vois. Moi, je dégagerai encore un peu comme ça. La racine partout. Il faut Bah, qu'on le descende un peu. Rachel, tu revalideras aussi? Ouais, je vais revalider là aussi. Juste pour être sûr. On voit pas Pour faux. moi, c'est On ne voit pas. il n'y a pas de Ton fond, masque est c'est nickel. bien. Mais faux. C'est des boucles de gaucher, moi. Voilà, super. Alors, quand tu vas enlever, tu ne sais pas si. Je te fais. Juste là. Maintenant, je vais contrôler. Je vais te contrôler. Je te mets là. Tu vas faire doucement les mouvements parce que c'est pas la peine de faire trop brusquement. Tu lèves un tout petit peu ta tête. Pas plus. Et puis, donc, avec beaucoup d'entraînement. Et là, vous avez le patient en devine derrière et les deux soignants qui sont des patients. C'est bien grave hein, quand vous êtes arrivé. Voilà. Et prise de sang, moment extrêmement dangereux. 100 millions de copies de virus par millilitre de sang. Extrêmement dangereux. Et puis, on fait les tests en chambre, la plupart. Il y a un test par rotateur en chambre. Tu peux rentrer un petit peu dans la gauche. Voilà, vas-y. Rentre-le. Super. Vas-y. Merci. On a la Donc, une personne accompagnée vers les choses ce soir, il va rentrer dans le couloir. C'est un laboratoire spécial. Comment on peut le faire? Tu veux? Une touche, merci. L'autre chose, c'est bon, vas-y. Je rentre pas la zone 2, moi. Ouais, je vais le faire dans les. Et puis, tu veux aussi surveiller ce qui se passait depuis l'extérieur, comme dans un matériel. Peut-être que vous pouvez aussi pour apprendre, il y a des moments sympas comme celui-là. On voit que la relation est bien malade, avec des sourires comme. Donc, il est resté 17 jours dans ce bocal. Il y avait une veine, Oui. poubelle jaune comme ça. Il y a plus de ciseaux, hein. On prie les petites boîtes, la tâche. Vous prenez quelle taille? Normalement 8? Normalement, c'était bon. D'accord. On ne devait pas être stérile comme en salle d'opération, mais on devait vraiment être stérile. Double paire de gants. Bonjour, vous pouvez rentrer. Doucement. Les instructions. Il y a le professeur Didier Pupet, que vous connaissez. Non, Également, super. Et tu finis d'enlever ta tenue en la tenant bien par l'intérieur. Prendre la tête au sommet de la tête, la retirer vers l'avant et la jeter. Posez les pieds sur le moltex en rentrant dans le vidoir à droite. Alors, Jérôme, tu te mets déjà sur le drapeau jaune et après on va t'indiquer. Tu vas, voilà. Tu mets ce drapeau jaune et de là, tu vas quitter tes chaussures et tu vas te mettre pieds nus sur le moltex. Voilà, puis le débriefing ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre, et comment va le malade, quels sont les signes infectieux. On est peut-être dans une phase en Oui, à la fin de son hospitalisation. Ça, vous avez ici la courbe du taux de virus, si vous voulez, c'est facile à comprendre. Hein, ça, c'est des logarithmes. Donc là, non, ce n'est pas des logarithmes, mais là, oui, 10 puissance 8, ça correspond à 100 millions de copies de virus. Quand il est en Afrique,
il a 100 millions. Après, il arrive chez nous, il a plutôt 20 millions de, de virus dans le sang par millilitre de sang. Puis après, on va commencer à le traiter. On lui donne des anticorps qu'on a pu obtenir un peu sous la manche de nos collègues canadiens, plus un médicament qu'on donne d'habitude pour le VIH, pour le sida. Et on a pu comme ça le traiter. On voit qu'on arrive à négativer au fond son sang. À partir déjà du jour 9, 10, on retrouve plus de virus dans son sang. On n'arrive plus à le détecter par PCR, hein. Et puis on va le garder pour être sûr vraiment encore quelques jours pour s'assurer que vraiment on est dans une situation où il n'a plus de virus avant de le laisser sortir. Ça, c'était le laboratoire de virologie qu'on a vu, notre collègue rentrer avec son paquet, hein. Ben, il devait se déguiser comme ça et puis il devait faire les examens sous des hottes. C'est ce qu'on appelle un laboratoire P3. Ça, c'est donc Manu Schibler qui était responsable de ça. Ça, c'est l'équipe que j'avais là-bas. C'est une partie de l'équipe forcément parce qu'il y avait un roulement jour-nuit. Ça, c'est les infirmiers, infirmières. Puis ici, vous avez le patient, Félix Baez, docteur Esveter, le docteur Kaiser, que vous avez beaucoup vu aussi pendant la pandémie, et puis un membre de l'ambassade cubaine à Genève. Et voilà, notre patient là était très content, c'était quelques heures avant son départ. Alors l'histoire, elle ne termine pas là, on est 3 ans plus tard. Et puis Margaret Chan, la même qui avait appelé la communauté internationale, ils ont voulu décerner le prix, en fait c'est le prix le plus élevé au niveau de l'OMS qui s'appelle Lee Jong-bok, qui est un peu le Nobel de l'humanitaire au contingent cubain. C'est une brigade qui s'appelle Henri Rive. Et en fait, il y a environ 1000 médecins à Cuba qui dorment comme les Suisses avec leurs armes, mais eux, ils ont un sac à dos et ils doivent être mobilisables en tout temps et aller sur des endroits où on a besoin d'eux. Alors, ça peut être un tremblement de terre à Haïti, ça peut être un glissement de terrain en Équateur et ça peut être Ebola. Et tous les médecins, dont Félix, que vous voyez ici, si vous avez le ministre de la Santé cubain, faisaient partie de cette brigade Henri Rive. Donc, belle reconnaissance. Pourquoi ça me touche particulièrement, c'est que par hasard, au fond, par hasard, j'ai développé un projet humanitaire avec Cuba. En fond, ce n'est pas tant un projet humanitaire parce qu'ils ont une super médecine à Cuba, donc on n'allait pas à leur apprendre des choses humanitaires. On allait vraiment, c'est des projets de collaboration avec le système de santé cubain. Et à coup de 2-3 voyages par an entre 2009 et 2019, on a amené aussi beaucoup d'étudiants genevois là-bas pour se former. Il y a plus de 150 étudiants de la faculté de médecine qui sont allés se former à La Havane, et puis également des infirmières. Et vous voyez, on donnait des cours, on faisait aussi des techniques de prélèvement pour les infections pulmonaires. Voilà, c'est un peu... Et donc, premièrement, je parle espagnol grâce à ça. Et deuxièmement, j'ai tout de suite pu parler avec Félix de son île, de Cuba. Et je pense que c'était quelque chose de réconfortant d'avoir un médecin qui connaissait vraiment bien Cuba. Passons au deuxième intermède dans ma vie, qui a été le Covid. Pandémie. Bon, pandémie en mars 2020, où on en est? On sait que ça commence à flamber en Italie du Nord. Vous vous rappelez tous qu'on avait ces descriptions un peu catastrophiques de la Lombardie, de la Vénétie aussi. Le premier cas arrive le 27 février au Tessin, par hasard, vu que c'est l'endroit de la Suisse le plus proche de l'Italie. Et le premier cas à Genève une semaine plus tard. Ce qu'on sait, c'est que les patients qui doivent être intubés, ils sont extrêmement graves, très très durs à récupérer, très durs à ventiler, très durs à oxygéner. Et au fond, il y a une mortalité qui est assez importante. Alors voilà, j'ai eu la chance d'être suivi par Patrick Chapat, comme d'autres, et il en a fait une BD, une bande dessinée. Et ça, c'est des extraits de la bande dessinée. Il m'a mis comme ça sur un tabouret, en train de regarder la plage, et puis on voit qu'il y a une sorte de tsunami qui arrive, hein. C'était un peu, parce qu'il m'avait demandé comment je me sentais, puis je lui avais un peu fait cette image. Je lui ai dit, voilà, je ne sais pas quelle va être la hauteur de la vague. Et il m'a dit, monte sur le tabouret.
Et puis voilà ce qui est arrivé. De nouveau, on retrouve un peu cette ambiance Ebola, hein, parce qu'on ne travaille pas comme ça dans les soins intensifs. D'habitude, on met un masque, on met éventuellement une charlotte, suivant ce qu'on fait, une protection, mais on ne travaille pas comme ça. Là, de nouveau, on s'est remis à avoir une protection maximale. On ne connaissait rien de ce virus au mois de mars. Franchement, on ne savait pas qu'est-ce qui allait nous arriver. On entendait des histoires horribles. Et puis on s'est dit, ben, qui peut le plus, peut le moins. Et donc on a commencé à prendre une salle, une grande salle, et on s'est dit, ça c'est un endroit où on va recevoir les malades, on va les intuber, on va les équiper, on va mettre les voies veineuses. Et en fait, on a eu jusqu'à 3 patients en parallèle qui sont arrivés en même temps en détresse respiratoire dont il fallait s'occuper. C'est comme un peu un sas d'anesthésie, si vous voulez, pour les anesthésistes, mais avec ben, ces patients extrêmement graves qu'on endormait dans cette salle. Alors pourquoi on était protégé? Ici, je vous montre une photo qui a été publiée dans le meilleur journal qu'on connaisse en médecine, c'est le New England Journal of Medicine, en avril, début avril. Ils ont mis des sécrétions, ils les ont colorées avec de la fluorescéine, donc un colorant fluorescent. Et puis quand on met une lampe UV, ben on voit où sont les sécrétions, hein. Quand on voit ça, je pense qu'on était content d'avoir pris les bonnes décisions par rapport aux protections de nos soignants. Et puis, je vais vous en montrer maintenant quelques images qui simplement vous rappellent un peu cette ambiance. Et en tout cas, moi, ça me la rappelle des soignants. Euh, Ici, aux soins intensifs, ce sont des soignants qui travaillaient dans le Covid. Les patients, ben, on a beaucoup parlé de ces patients, c'était surtout des hommes qui avaient été en surpoids, qui avaient des comorbidités. Presque tous les patients qui sont arrivés aux soins intensifs, on a dû les intuber. Ils étaient 96% envoyés. Et on devait souvent les mettre en décubitus ventral, donc à plat ventre pour les ventiler. C'était une technique où on arrivait à remonter l'oxygénation quand ils étaient à plat ventre, après on les retournait. Et on faisait ça toutes les 12 heures environ, hein. Et puis ça, c'est les différentes vagues qu'on a subies. La première, très pointue, très haute, c'est la première vague en mars, mars, avril, mai, qui est ce qu'on appelait la première vague. Alors si on regarde aux soins intensifs, vraiment, ça a été notre plus grosse vague, la plus haute, la plus effrayante, parce qu'au fond, maintenant qu'elle redescend, on est content, mais quand on est dans la montée, on ne sait pas où ça va s'arrêter et on devait inventer des scénarios catastrophes. Donc, aux soins intensifs, on a eu en tout, sur toute la période Covid, plus de 700 patients, près de 800 patients, et on avait 145 décès, ce qui fait une mortalité de 20%. Donc, vous vous rappelez que la mortalité des soins intensifs, c'est 6%. Là, on était dans une mortalité beaucoup plus importante parce que la maladie était extrêmement grave. Ce n'est pas parce qu'on était devenu moins bon, mais la maladie était plus grave. C'est posé la question de la prise en charge des familles très vite parce qu'on nous a interdit de faire venir les familles, hein, décret. Nulle part, dans aucun hôpital, pendant la première vague, on pouvait faire venir les familles. Donc on a dû trouver très, très vite un moyen de communiquer avec les familles parce que quelle détresse au fond pour les proches de savoir leurs proches intubés aux soins intensifs, à plat ventre, sans nouvelles. Et donc on a rétabli la communication très vite avec l'idée de faire des FaceTime avec les patients, avec leurs familles. Et c'était le moyen, au fond, de dédramatiser un petit peu aussi ce qui se passait et puis d'avoir un contact journalier. Ça prenait 20% de notre temps, hein, simplement ça, alors qu'on avait quand même pas mal de trucs à faire. Par contre, là où j'ai pu obtenir une dérogation auprès de nos directeurs, j'ai dit c'est impossible que des patients décèdent tout seuls. C'est pas imaginable pour moi, c'était pas compatible avec mes valeurs. Et j'ai dit, je te promets qu'une chose, c'est qu'on va les déguiser comme nous et qu'il n'y en a aucun qui va s'infecter, mais laisse-les venir vers leurs proches qui sont mourants. Et on a fait ça. Ça n'a pas été fait partout et il y a eu des stress post-traumatiques absolument énormes, notamment en Italie, parce qu'on n'a pas permis au fond aux familles ni d'accompagner leurs proches décédants, ni même de voir les corps, hein. Et ça, c'est un traumatisme incroyable. Voilà, donc cette salle,
Oui, alors ça, c'est un peu les ambiances. Les ambiances, vous voyez, ces patients, plutôt des hommes, plutôt avec de l'embonpoint, qui sont euh, la tête en haut, les pieds en bas, et puis qui sont à plat ventre. Voilà. Donc c'était un petit peu, on avait tout d'un coup 80 malades comme ça. Alors qu'on a 30 lits, tout d'un coup on avait besoin de 80 lits. Alors comment on fait ça? Comment on monte en puissance? C'était vraiment le défi du Covid pour nous. Puis des fois on essayait de se passer de l'intubation, puis on mettait ce qu'on appelle un casque, ou un helmet en anglais. On mettait un casque et puis on faisait venir de l'air sous pression dans ce casque. Alors ça permettait des fois de passer un cap et de ne pas devoir intuber, de ne pas mettre un tube dans la gorge de ces patients. Mais c'était aussi quelque chose d'extrêmement désagréable. Et quand le patient il voulait manger, il devait ouvrir cette petite fenêtre et puis manger à travers cette fenêtre. Ça dégonflait le casque, il perdait de l'oxygène. Enfin, c'était très compliqué. On a essayé sur quelques patients et certainement on a sauvé deux, trois pour pas devoir les intuber, mais c'était vraiment pas la majorité. Voilà, ici, j'ai pris cette photo parce que vous avez un soignant particulier, vous voyez qu'il est en treillis, et c'était l'armée. On a fait appel à l'armée pour deux choses, pour avoir des mains, pour tourner les malades. Hein. C'était lourd et compliqué pour nos soignants de tourner ces patients tous les 12 heures, quand on en a 80, vous imaginez. Et puis aussi, euh, donc c'est essentiellement, ouais, c'était essentiellement pour ça. Et puis ici, vous voyez, il y a des procédures qu'on fait d'habitude en salle d'opération, mais c'est compliqué de sortir ces malades de Covid. Donc on a fait une partie de nos interventions chirurgicales, et notamment ici une trachéostomie. Donc quand un patient est intubé pendant plusieurs jours, ou 2, 3 semaines, finalement, il va avoir des lésions liées au tube en plastique. Donc on lui fait une trachéo, hein, qu'on peut enlever après, hein. Mais ça, c'est la procédure de trachéotomie qui sont faites par mes collègues intensivistes. Et voilà, pourquoi on appelle ça les soins intensifs. J'aime bien aussi cette image parce que vous voyez le nombre de soignants qu'il y a autour d'un seul malade. Soins intensifs. Ça, c'était pour retourner un malade. Il faut environ 6 ou 7 personnes coordonnées dans une sorte de balai magnifique pour pouvoir retourner une personne et pas arracher la voie veineuse, le tube, qui sont des événements dramatiques si ça se passe. Il y a aussi des moments de grand bonheur. Ça, c'est notre premier patient extubé. Il m'a permis de le montrer. Il se trouve que c'est quelqu'un que je connais bien, c'est un ami. Donc, j'étais content que le premier patient extubé soit un de mes amis. Puis, vous avez aussi des autres patients très connus, comme Joseph Gorgoni, qui a passé 6 semaines intubé aux soins intensifs dans un coma artificiel. Et là, de toute évidence, il s'est réveillé, vous le savez. Et il a parlé beaucoup de son expérience dans un livre, dans un spectacle qui s'appelle Transplanté, parce qu'il est en plus transplanté des poumons. Donc, transplanter des poumons, immunosupprimé, et je chope le Covid. Voilà, ça c'est vraiment la pire des choses qu'on puisse imaginer, mais une force de la nature, il s'en est très bien sorti. Aussi, quelque chose que je n'avais pas prévu, et ça c'est un peu mon histoire, c'est d'avoir été exposé dans les médias, beaucoup. Moi, j'étais dans le sous-marin, dans les soins intensifs, tout allait bien. Mais petit à petit, on m'a demandé d'aller parler sur les plateaux, d'aller parler dans les émissions. Et, c'est en fait le directeur de l'hôpital qui m'a demandé de le faire. Il m'a dit, tu parles vrai, tu es quelqu'un qui arrive à simplifier les choses, les gens te comprennent. Prends ce temps en plus pour aller parler dans les médias. Et donc ça, c'est quelque chose que je faisais en plus à 7h30, de courir à la tour de la télé pour rencontrer Darius Rochebin et parler de la pandémie et pour aussi rassurer un peu le public. Aussi dans les journaux, pas mal d'articles où on avait des sujets importants. Quel sacrifice tolérons-nous? Est-ce qu'il faut faire un tri? Est-ce qu'on doit trier les malades, hein? Et là, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux problèmes éthiques liés à la réanimation. Il y a un moment donné, on n'était pas sûr de pouvoir monter en puissance encore parce qu'on avait déjà 80 malades intubés partout, on avait colonisé les salles d'opération, on avait arrêté le programme de chirurgie.
Mais au bout d'un moment, il fallait se dire, peut-être on arrive au bout de ce qu'on peut faire humainement et il va falloir commencer à faire du tri, des choix. Voilà, médecine de guerre, hein. Et on s'est beaucoup préparé à ça. Heureusement, on n'a pas dû le faire. Mais voilà, tout le problème lié aussi au confinement, on m'a fait dire cette phrase et c'est pas vrai, je ne l'ai pas dit. Et ça, vous savez qu'avec la presse, ça arrive. Mais ça m'a valu plein de lettres, d'être traité avec des petits noms d'oiseaux, de gens qui ne voulaient pas qu'on reconfine, voire des menaces de mort même. Et puis quand même des trucs chouettes, quoi. Qui dans sa vie peut espérer d'être croqué d'être dessiné par Chapat dans une bande dessinée et d'avoir voilà, son image dessinée ou d'apparaître dans le livre de Joseph Gorgoni. Et puis également Metin Arditi, que certains d'entre vous connaissent certainement et qui est venu un jour me voir pour une de ces héroïnes qui allait aux soins intensifs. Il a voulu comprendre et puis est née une amitié avec Metin et il m'a introduit gentiment dans un de ses livres. Voilà, je vais terminer là bientôt et donc simplement pour vous parler de deux, trois petites choses encore qui me tiennent à cœur aux soins intensifs. Les soins intensifs, on peut beaucoup. On a des moyens incroyables. D'ailleurs, c'est le lit qui coûte le plus cher à l'hôpital. Vous avez une idée de combien ça coûte un lit de soins intensifs? Vous voulez que je vous le dise? Bon, c'est 1 million par année pour un lit de soins intensifs. La moitié, c'est vos impôts, l'autre moitié, c'est les assurances. Mais quand même, hein. Donc on est parcimonieux et le moins de temps on passe aux soins intensifs, le mieux c'est pour nos patients, mais aussi pour nos bourses. Et donc là, on a fait tout un programme qui s'appelle Smarter Medicine. Alors, aux soins intensifs, on était déjà très smart, mais là, on peut être smarter encore, plus smart que smart. Et puis, ça, c'est mon collègue, surtout Filippo Boroli. On a beaucoup travaillé ensemble avec les infirmières et infirmiers pour dire quand on prend du sang, est-ce que ce sang il est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet examen? Quand on transfuse un malade, parce qu'on fait beaucoup de transfusions, vu qu'on est des vampires aux soins intensifs, on fait beaucoup de transfusions. Et est-ce qu'on a besoin de transfuser? Tout cet oxygène qu'on donne aux patients, est-ce qu'il faut vraiment les suroxygéner et pas leur laisser voilà, une oxygénation normale ou subnormale? Et on s'est posé ces questions, puis on a vraiment fait une campagne sur plusieurs années. Ça, c'est juste pour vous dire que quand on commence à s'intéresser à ça, sans faire du mal aux patients, vous voyez le volume de sang qu'on prenait par jour, environ 55 millilitres par jour. Et puis, on a réussi à diminuer avec cette campagne de Smarter Medicine, à baisser de plus que la moitié. En faisant ça sur 4 ans, on a économisé 1,2 tonne de sang. Hein, voilà. Et ça, quand on fait ça, ben, on chope des prix. Ah, ça, voilà. Alors on est fiers, on est content parce que ça récompense les équipes. Et là, c'est le prix qualité des Hugues. Puis ça, c'est le prix de l'Association internationale des hôpitaux. C'est un des plus hauts prix qu'on peut avoir en termes de qualité. Et en 2023, vous reconnaissez Bertrand Levrat qui s'est même déplacé à Lisbonne pour venir chercher le prix avec nous. Consultation pour soins intensifs, et je vais finir avec ça. Les patients, quand ils sortent de chez nous, on le savait quelque peu, mais comme on ne les revoyait pas, nous on les voyait dans une fenêtre tellement étroite qu'on les soignait, après ils rentraient à la maison. D'abord, ils passaient dans les services de médecine ou de chirurgie, de réhabilitation. Finalement, ils rentraient à la maison. Et moi, j'ai quand même quelques copains installés médecins. Ils me disent, tu sais, ces patients, ils ne vont pas trop bien. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et on a instauré une consultation. Alors, l'intensiviste, ce n'est pas un médecin ambulatoire, hein, ce n'est pas un médecin qui voit des patients en ambulatoire. On s'est dit, ouais, on va faire une consultation ambulatoire, puis on va revoir nos malades 6 mois et une année après qui sont sortis des soins intensifs, puis on va récolter leurs impressions, comment ils se sentent, les examiner, voir s'ils ont des troubles physiques, psychologiques. Et en fait, on les voit, ça c'est une consultation qui dure 3 heures, hein, ce n'est pas une petite consultation, on les voit avec les infirmières d'ailleurs, et puis les physiothérapeutes, et puis on refait le film.
Alors, ils ont oublié beaucoup de choses parce que quand on passe les soins intensifs, on reçoit plein de drogues qui enlèvent la mémoire. Il y a un trou noir, hein, souvent. Alors, c'est peut-être mieux que de se rappeler parce que franchement, c'est presque la torture, les soins intensifs, hein. Donc, c'est à dessein qu'on leur donne quand même des médicaments qui leur enlèvent un peu la mémoire et les douleurs. Le premier retour, c'est que 100%, on n'a même pas un qui a dit, ouais, finalement, ça m'a servi à rien de revenir. Non, 100% étaient contents et heureux de revenir. D'ailleurs, pas tous arrivent encore à aller voir le service. 6 mois, une année après, ils sont encore dans un état de sidération, de peur, d'angoisse, d'anxiété, et ils n'arrivent pas à aller voir le service. Quand on a fait des questionnaires très précis, hein, c'est bien balisé ces questionnaires, on voit que 35% des patients souffrent d'anxiété ou de dépression, 30% des patients et 40% des proches. Même plus les proches, hein, que les patients souffrent d'un stress post-traumatique, un peu comme les GI quand ils revenaient du Vietnam, hein, ils avaient un stress post-traumatique. Donc c'est même le double des GI, hein, ce qu'ils subissent ces patients. Donc de prendre conscience de ça, pour moi, ça a été vraiment une étape extrêmement importante et qu'on peut faire quelque chose pour eux. Et quand on les revoit, généralement une année après, quand on les a vus à 6 mois, ben, ils nous reparlent de ça. Ils disent, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point ça m'a aidé de venir vous voir. En conclusion, voilà, on arrive au bout. Les soins intensifs, bon, j'espère que je vous ai convaincu, ils ont fait une avancée technologique absolument phénoménale en 40 ans. Vous avez vu à quoi ressemblait une dialyse, à quoi ressemblait un pacemaker, voilà, un ventilateur. Et donc, grâce à cette avancée technologique, on a pu prendre en charge de façon de plus en plus performante de ces malades critiques. Et puis, ce que j'ai pas encore assez insisté, mais c'est pas un travail d'un homme, c'est pas un travail d'une personne, c'est pas un travail d'un médecin, c'est le travail d'une équipe. La notion d'équipe, elle est extrêmement importante. Là, on peut rien sans l'équipe. Il faut des gens soudés, il faut des gens qui travaillent, il faut des soins protocolés, il faut parce qu'on pense, moi, quand j'ai commencé la médecine, moi, j'avais mes pères, ils me disaient, mais tu sais, Jérôme, la médecine, c'est un art. Et l'art n'a pas besoin de protocole, hein. Voilà, donc on venait de là quand même, hein. On venait de là. Et maintenant, c'est le contraire, hein. La médecine, on peut être un artiste, hein, mais en médecine, il vaut mieux être protocolé, ça c'est sûr, hein. Il vaut mieux avoir des protocoles. Soins intensifs, c'est une plaque tournante, c'est un endroit qu'on met généralement, comme je vous ai dit, à la cave, mais qui est au centre de la vie hospitalière, de toute la chirurgie lourde, des urgences, voilà. Ils ont besoin de nous, tout le monde a besoin de nous. Et ce que j'ai appris, c'est qu'on était capable de se réorganiser, qu'on avait quelque chose dans notre ADN qui nous permettait de passer de 30 lits à 80 lits en situation de crise, ou d'accueillir un patient Ebola ou quand on rentre dans cette chambre et qu'on s'infecte, on a une chance sur 2 d'y rester, hein. Donc, on a été capable, dans ces 40 dernières années, de repousser les limites de la survie, mais ça nous a obligés à aborder très franchement l'aspect éthique de ce qu'on fait. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et à nous intéresser aussi à ce que devenaient nos patients après dans la consultation post-soins intensifs. Alors moi, perso, j'ai adoré ce travail en équipe, multidisciplinaire, de travailler avec d'autres disciplines. Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré les patients, j'ai adoré les familles. Dans mon travail de directeur médical, c'est ce qui me manque franchement aujourd'hui, c'est ce contact direct avec les patients et les familles. Vous direz, il est fou, il aime les crises. Bah oui, j'aime les crises. J'aime les crises. Quand tout roule, voilà, c'est le petit train-train, ça m'intéresse moins. Et je pense qu'on est justement équipé à gérer les crises et à bien le faire, hein. Ça donne une satisfaction fantastique de pouvoir traverser une crise. Et puis j'ai toujours, comme Louis l'a dit en introduction, adoré la science et la recherche. J'ai fait beaucoup de recherches, publié plus de 250 papiers scientifiques dans des revues scientifiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci, un très très grand merci Jérôme pour ce tour d'horizon. Je suis sûr qu'il va y avoir des questions. Alors, oui,
Alors, je ne sais pas si peut-être si vous parlez fort. Merci beaucoup pour cette très intéressante présentation et félicitations pour tout ce que vous avez réussi à faire durant votre vie de professionnelle. Moi, j'aurais voulu savoir si une personne, par exemple, a sur elle une carte, qu'elle a des directives anticipées et puis qu'elle a indiqué qu'elle ne veut pas être intubée, Oui. qu'est-ce que vous faites? En attendant, en attendant, ça pas l'intuber, hein. Ça, c'est la situation que vous décrivez, premièrement, très bien. Et si vous avez, euh, au fond, si je rembobine, le plus important à ce stade, c'est de parler autour de vous de ce que vous voulez pour vous. Alors, c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet simple à aborder des fois en famille à la fin du repas de Noël, hein, mais euh, le mieux, c'est d'en parler autour de vous. C'est presque plus sûr qu'une carte, hein. Comme ça va aussi, parce qu'on est des fois dans cette situation, la patiente ou le patient a une carte de donneur d'organes ou de non-intubation, et puis la famille est très mal à l'aise avec ça. Elle dit non, non, mais intubez-le quand même, allez-y. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette situation, hein? C'est vraiment, ça nous met dans des situations extrêmement difficiles. Et au fond, pour couper ça, le mieux, c'est d'en parler à vos proches, à ceux qui sont le plus proches de vous, votre conjoint, vos enfants, et dire, moi, dans cette situation, voilà ce que j'aimerais. Alors après, on ne peut pas faire tous les scénarios, parce qu'il y a des scénarios très complexes, hein. Peut-être qu'un petit séjour en soins intensifs, quand on a 85 ans, ben, ça sauve quand même des gens, et puis on peut quand même passer le cap. Voilà. Nous, en tant que médecins, on se donne des limites, hein. On se dit, bon, on a le droit de faire cet essai, de dire, est-ce qu'on passe ce cap? On a le droit. On se donne le droit. S'il n'y a pas des grosses pathologies sous-jacentes, un cancer terminal, ou des choses qui ne font pas de sens au fond. Mais autrement, on se donne ce droit. Et puis par contre, on réévalue à 48 heures, à 72 heures. On se dit, mais non, le patient, il va beaucoup moins bien là. Ça ne va pas le faire. Puis ça, on sait aussi, en accord justement avec les proches, avec la famille, arrêter les traitements qui sont devenus futiles. Ouais. C'est une bonne question. Et justement, comment ça se passe en général avec la famille? Ouais. J'imagine il y a plein de scénarios différents. Ouais. Alors, dans la grande majorité des... Alors, de nouveau, c'est une question de communication. Et c'est pour ça que j'ai dit les familles me manquent. 20% de notre temps était dédié aux proches. Tous les jours, les proches viennent voir leur parent qui est dans une situation critique entre la vie et la mort. Ils viennent tous les jours. Donc, nous, on doit les voir tous les jours. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on doit à ces familles. Les infirmières nous aident beaucoup parce qu'elles sont au pied du lit, elles parlent vrai. Et la connexion se fait aussi très bien avec les infirmières, pas seulement les médecins. Mais effectivement, je dirais que ça se passe bien avec les familles dans 95% des cas où, grâce au fond à cette communication qu'on arrive à connecter dès le départ, et on avance ensemble vers le mieux ou vers le moins bien. Et ce n'est pas une surprise, au fond, pour la plupart des familles, quand on arrive vers eux et dit, ben, vous avez bien vu, là, ça va moins bien, quoi. Et ils disent, ah, bah, ça fait déjà 2 jours, docteur, que ça va moins bien. Oui, ok. Donc, en fait, ils sont même en avance par rapport à ce genre de décision qu'on va prendre, par exemple, d'un arrêt thérapeutique ou d'une limitation thérapeutique. On peut faire les deux. On peut dire, bon, là, on tient encore le bateau, mais s'il y avait un truc en plus, on est d'accord ensemble qu'on ne va pas faire encore ce traitement en plus, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle la limitation thérapeutique. Puis l'arrêt thérapeutique, c'est de dire on est dans le futile. Il n'y a plus aucune espèce de raison de se battre comme des fous, de faire souffrir surtout la personne, hein. Parce qu'il s'agit vraiment de souffrance, hein, d'être aux soins intensifs. Puis à ce moment, on se retire avec les médicaments ou les méthodes de support qui sont là, qui font survivre artificiellement au fond le patient. Donc, pour répondre à ta question, Louis, je dirais que la plupart du temps, ça se passe très bien. Et c'est dépendant finalement que d'une chose, c'est du niveau de connexion qu'on a réussi à établir entre nous, soignants, et la famille dès le départ. La pire des situations, c'est quand les choses vont trop vite, hein. Des fois, c'est trop vite. C'est le polytraumatisme, c'est le jeune qui a le cerveau qui gonfle, tac, tac, voilà. Et là, on n'a pas eu le temps, au fond, de créer cette connexion. Et là, c'est des situations qui sont des fois difficiles et tendues, surtout pour
patients jeunes et pour les patients où le temps nous manque pour faire cette connexion. Et j'imagine il y a aussi des fois où, dans la famille, pas tout le monde est d'accord en plus. Oui, alors ça, on a des familles extrêmement compliquées, hein, parce que des familles recomposées. On a plein de situations familiales et au fond, ce qu'on aime, et puis il y a des très grandes familles. Alors ça, c'est aussi très compliqué. C'est quand on dit on veut vous parler, puis il dit oui, alors il y a le 24e qui va venir demain, donc est-ce que vous êtes d'accord qu'on se voit avec toute la famille? Et ça, on n'aime pas, on ne veut pas. Enfin, il faut qu'on ait des représentants thérapeutiques, deux, trois personnes dans la famille. Si c'est les enfants et le conjoint, par exemple, très bien, mais voilà, on ne veut pas tous les oncles, les tantes, les cousins, parce que ça complique effectivement les choses. Surtout ça augmente la chance qu'il y en a un qui soit vraiment pas d'accord et puis qui fout un peu le bazar, quoi, dans les décisions thérapeutiques. Ouais. Allez, questions. Oui. Merci, merci. Je suis très remuée parce que j'ai vécu une situation de soins intensifs il y a 2 ans avec mon compagnon. Juste un tout petit détail. Donc lui, il a évidemment tout oublié. Mais il me disait, je suis complètement perturbée parce qu'il y a une montre devant moi et je ne sais pas si c'est 8 heures ou si c'est 20 heures. Et j'aimerais bien savoir si c'est le jour ou la nuit. C'est un petit détail. Excellent, excellente remarque. Dans les nouvelles chambres, des soins intensifs, on a mis des horloges analogues, justement pour pallier à ce problème des 12 heures, hein. Parce qu'effectivement, aux soins intensifs, il n'y a pas de jour, pas de nuit. C'est d'ailleurs ce qui rend nos patients un peu fous, hein. Je n'ai pas parlé du délirium, hein. Délirium, c'est un état d'agitation souvent, qui est soit interne la plupart du temps, mais des fois, ils sont agités externes aussi. Et 70% des patients qui sont intubés, à un moment donné, ils font un délirium. Donc, ils partent sur Soleur, quoi, hein, en gros. Hein? Ah, ça peut être 2-3 jours, hein, 2-3 jours, ouais. Ouais. Voilà, je vais vous poser une question très différente par des amis aumôniers. Oui. Je sais qu'ils ont parfois été sollicités pour soutenir le personnel qui n'en pouvait plus. Oui. Et est-ce que vous aviez eu d'autres mesures? Parce qu'on peut imaginer que le personnel a aussi parfois ses limites. Ok, moi, j'aime bien cette question. Il y a deux questions. Il y a les aumôniers et il y a le personnel. Au fond, les aumôniers, ils sont très présents, ils font partie de notre équipe. Et les aumôniers au sens large, on a aussi un rabbin, on a aussi un imam, on a des aumôniers catholiques, protestants, voilà, laïcs, qui sont dans l'accompagnement. Et c'est vrai que c'est autant l'accompagnement des malades, des familles, mais aussi de nous. Enfin, c'est un peu nos amis. C'est pas absolument indispensable. C'est un peu comme un nounours pour un enfant de 10 ans. C'est pas indispensable, mais on aime bien l'avoir près de soi, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour l'aumônier. Maintenant, l'accompagnement des soignants, vous avez raison, c'est un point. Quand on vit des trucs pareils, au fond, un jeune qui décède de façon brutale, des fois, il y a des visions gore. Je vous les ai passées, hein, je n'ai pas fait des photos de situations extrêmement gore aux soins intensifs, mais quand ces canules de sang se déconnectent et qu'il y a du sang jusqu'au plafond sur les soins. Franchement, quand on voit ça, on se dit, je suis dans un film d'horreur des fois, hein. Comment on se ressource par rapport à ces situations? Et il y a besoin de gens qui nous aident. Et donc, ça a été aussi une de mes actions, c'est d'introduire un psychologue aux soins intensifs, à demeure. Et il y a un petit pancarte, c'est marqué psy, puis il se balade comme ça, rien. Mais il se fait alpaguer par les soignants. Il dit, punaise, j'ai vécu une situation hier, j'aimerais bien t'en parler. Puis ça permet justement de diffuser, débriefer et de faire baisser la pression et de faire qu'on est capable le lendemain de revenir travailler parce que ce qu'on a vécu, c'était vraiment violent et simplement d'avoir pu parler avec un psy. Alors ça peut être l'aumônier aussi. Je ne veux pas faire la comparaison psy-aumônier parce que c'est pas. On est dans le spirituel, on est dans l'accompagnement aussi de la personne et ils sont fantastiques, franchement, moi je les adore, hein. C'est des gens fantastiques. Les aumôniers de l'hôpital et ceux qui étaient dédiés aux soins intensifs, c'était des ressources fantastiques pour nous, pour les personnels aussi. On dit que les personnes qui sont dans le coma entendent. Et donc,
on doit faire attention à ce qu'on dit et donc comment on interagit quand on est en train de parler où les choses vont pas très bien, ou d'un diagnostic différentiel, ou on va introduire une mesure quand même assez drastique. Ouais. Comment vous gérez ça? Oui, tu as raison. Au fond, la seule façon de le gérer, c'est de considérer que même le patient comateux entend tout. Alors, je suis sûr qu'il y a des comas profonds où ils n'entendent pas, mais je pense qu'il y a des comas un peu vigiles où ils entendent bien. D'ailleurs, il y en a même qui sont revenus dans la consultation nous dire, attendez, moi j'avais entendu quand vous avez dit ça, hein. Donc, c'est parfaitement pertinent ce que tu dis et il faut faire très, très attention dans la communication qu'on a devant les malades. Donc, prendre un moment où on est en dehors de la chambre et parler des choses importantes pour notamment en relation avec la survie du malade à l'extérieur. Donc, ils entendent assez fréquemment. Oui. Encore une question? Bah, sinon, un tout grand merci. Merci à vous. Passionnant.